Courage, cheval. Et toi, l'âne. Il commence à pleuvoir. Là, il va fermer. Vite, rentrons.
Ouais. Il commence à pleuvoir maintenant. C'est par là l'apéro. Oui. En principe, dans des trucs comme ça, il y a toujours un lavoir qui traîne. Il n'y a même pas un lavoir.
seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Way back a year ago. Et là, vous voyez qu'on a mis le décor comme si c'était un repas, comme si vous avez des voitures. Et c'est ça qui est assez extraordinaire ici. Donc, vous regardez tout à l'heure la partie, vous voyez, comme il y a la voiture. Et en fait, il y a eu une illustration.
Voilà, c'est ça, c'est la station. Se lever, déjeuner promptement, saisir des masses de temps, les dresser, plier, les transporter, les passer, s'agiter sans relâche et parcourir sa maison de bas en haut, répétant à son cœur. Apportez-moi sur ce troisième étage. Il faut dépêcher Non, plus rien. La chef. Quand elle est toute seule. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Donc voilà. Alors quoi qu'on est mon directeur, oui, alors je m'appelle Nadège. Et je suis un peu parfois Dominique elle me pousse. Ah, bravo. En fait, vous ne parliez pas en tant que Bretagne. Et donc ici à la maison des toiles, je vais vous parler des toiles Les Bretagne. Toiles de lin très fines, très blanches, tissées ici entre 1650 et 1840. Et donc ces toiles étaient donc ensuite exportées dans les colonies espagnoles en Amérique, où là-bas les tailleurs étaient construits en vêtements. Donc le lin en fait c'est tellement régulateur. Normalement on n'a jamais dit trop chaud, il faut soit avec des vêtements en lin. J'ai pas testé aujourd'hui. J'ai testé hier, ça allait. Je suis à moitié optimiste, à moitié. Oui, oui, oui. Voilà. En fait, j'ai été à Saint-Brieuc il y a une demi-heure et ça allait. Et donc en fait ici, il faut savoir c'est qu'on n'a pas trouvé de toile de lin de l'époque. On n'a pas trouvé de métier à cuire non plus. En fait, la seule chose qui nous reste, c'est ce type de maison. Ce sont des maisons de marchands de toile. Le marchand de toile, c'est des elle avait vraiment la renommée d'être la plus blanche du marché. C'est des fleurs blanches sur votre t-shirt là? Oui. C'est vrai. Ah oui, je me dis depuis tout à l'heure que je vous ai vu là. Justement. Ah bah oui, c'est ce que je me suis dit. Alors je ne conseille pas de manger celle-là.
parce que celle-là, elle est tellement de... Oui, c'est bleu. Ah non, mais non. Oui, ça se change. Parce que ça va. C'est ça, c'est la la graine de lin. Alors ça existe en blond et en brun, il n'y a pas de rouge. Je l'ai même, moi je l'ai même. Ah, c'est un connaisseur du lin. Elle est là pour la petite caméra. Vous voyez? De quelle époque? À l'époque, la Bretagne ne produit pas sa graine de lin. Et donc, il faut l'importer. Alors, je dis... Alors, on allait la chercher. Alors, je dis non, c'est pas moi. C'est des marchands hollandais qui allaient jusque dans les pays baltes, en Estonie, Lituanie, Lettonie, pour venir charger des tonneaux de graines de lin comme celui-ci sur leur bateau et nous les apporter au port de Roscoff. En fait, il faut savoir, c'est qu'en Bretagne, il n'y a pas que des toiles de lin dans notre secteur à nous. Notre secteur à nous, c'est ici, c'est entre Saint-Brieuc et Pontivy. Il y a une cinquantaine de paroisses qui sont concernées par la fabrication des toiles. Mais cette fabrication était particulièrement intense autour de Saint-Élo et les communes environnantes. Il faut imaginer, en 1650, Saint-Élo, c'est 2000 habitants. Des terres parce qu'elle vient un petit peu aérer la terre, mais vous voyez c'est vraiment des petites racines. Ce qu'il faut savoir c'est que la fibre, ce qu'il faut savoir c'est que la fibre qui nous intéresse, elle est autour de la tige et elle va jusqu'au bout de la racine, puis après elle est recouverte. Et en fait c'est une écorce qui est pas dessus. Par contre, il y a l'écorce en dessous, il y a la tige qui entoure la tige. Donc voilà, il y a environ les trois niveaux. La tige de bleu en bleu. Là, c'est en fait avec bleu. C'est bleu. Elle a mis du bleu exprès. Elle a mis une fleur de lin parce qu'elle est plus à Gadelaine. Alors ça dépend comment la terre est trop sèche et si celui qui achète a un peu plus d'argent pas, ça va bien un peu moins de d'eau. Et en fait ça va venir casser en fait l'écorce et la tige. Les fibres de lin sont assez résistantes donc elles sont censées résister quand même à cette action mécanique. Oui, comme ça. Alors ça fait un peu de poussière. J'espère qu'il y en a qui ne sont pas trop allergiques à la poussière. Donc vous voyez, il y a plein de choses qui tombent. Alors je garde un peu d'impureté parce que j'ai un autre outil à essayer après. Vous voyez, on voit les fibres, elles sont là. Alors là, pour le moment, elles sont agglutinées les unes aux autres. Mais on a encore du travail pour avoir une belle fibre. Encore un outil. Toute la famille participe et on chante beaucoup. Alors je vais éviter de chanter parce que sinon vous allez avoir encore plus de musique. Donc je vais vous épargner ça. Donc en fait normalement on est censé s'asseoir mais vous voyez vous avez vu il est un peu voilà, mental. Donc on a une lame ISO ici qui ne coupe absolument pas. Hein. Mais on va venir frotter le lin et vous voyez les impuretés viennent sauter sous la lame. Ça permet de finir le travail de la braie. Ça permet de donner une certaine souplesse aussi à la fibre. Là c'est déjà pas mal.
sur les Et ensuite, on a une étape qui est le cardage. Une étape qui est commune à toutes les fibres textiles, que ce soit la laine, le lin, le coton ou la soie. Donc nous, on avait des feuilles incardées comme ceci. Vous voyez, c'est une planche en bois avec des clous. Et pour bien faire le cardage, normalement, on avait 7 peignes de taille différentes. C'est-à-dire que ce qui changeait, c'était la taille des clous. On commençait avec le plus épais, on allait après vers le plus fin. Le cardage permet d'enlever les dernières impuretés. Oh là là, C'est pas grand-chose à la fin. Oh, vous inquiétez pas pour ça. il y en a toujours assez. Donc, Oh, c'est bon. alors attendez. Oh là là. Oh, je vais juste en prendre. Je n'avais par là-bas. Oui, je l'ai caché là-bas. Oui. Et comment Alors ça, c'est ce que j'ai fait depuis la semaine dernière en ayant mon beau lin rouillé. Ici, donc elle est un peu plus brune. Ça, c'est ce que je faisais quand j'avais pas de lin rouillé et que je faisais avec du lin qui n'a pas été rouillé. Donc c'est vraiment, on voit qu'il y a des pellicules dessus, c'est l'écorce. Et ça, c'est quand tout le travail est très bien fait. Donc, si vous voulez toucher, n'hésitez pas. Ça pourrait faire Alors, on en faisait effectivement des pellicules. Oui, c'est vrai. Et on en faisait des cheveux pour les poupées avant Ah, la voilà. Noël. Ah, bah voilà. Voyez, Ah oui, ça, ça, c'est c'est ce que pareil. j'ai fait. Barbie. Ça, c'est bien fin. Oui, C'est Barbie, ça. c'est presque. C'est les mêmes choses. On le sentait comme ça, quand Maintenant, c'est le nylon, mais c'est vrai que ça. La rouille, ça fait des aspérités, puis ça va encore user un peu plus vite nos fils. Donc une fois que tous les fils sont passés et dans les lisses et dans le peigne, on va venir les attacher devant nous. Alors ce rondard qui se trouve là maintenant, qui s'est enroulé au fur et à mesure qu'on a enroulé le tissu, on les attache, on règle pour avoir une tension toujours régulière, et à partir de là, on va pouvoir passer la navette. Vous voyez, la navette, elle est là, avec à l'intérieur le fil de trame. Alors, vous imaginez bien déjà que tout ce temps pour faire ce travail-là, il y a, là, tel qu'il est monté, il y a environ 20 heures de travail. Hein, et là, on est petits bras. Hein. Il n'y a pas beaucoup de fils. Voilà, exactement. Voilà. Et alors, ce temps de travail qui est quand même long, disons que les tisserands pouvaient l'optimiser quand ils travaillaient toujours la même toile avec la même grosseur de fil, parce que qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils faisaient tomber leur toile? Ils laissaient des fils pris dans le peigne et dans les lisses, donc une longueur de fil de chaque côté, ce qui permettait, quand ils revenaient avec la nouvelle chaîne, de faire des nœuds ou des épissures, et après de tirer. Et je vous promets, même quand vous avez 2000 nœuds à faire, ça vous prend moins de temps que de repasser tous les nœuds, tous les fils dans les lisses. Parce que dans les lisses, il faut passer l'œillet, il faut passer notre crochet dans l'œillet, choisir la lisse de ce côté-là, l'autre sur l'autre. Donc il faut qu'elle soit bien en face, il ne faut pas que ça se croise. Donc c'est quand même un travail assez fastidieux. Voilà, donc là, il pourrait gagner un petit peu de temps. Donc une fois que tout ça est prêt, le tisserand, on va pouvoir passer la navette. Alors, il faut faire un peu de gymnastique. Hein, il faut aller récupérer la navette. Alors, je vous explique, ça s'appelle, le nom de cette navette, c'est une navette volante. On l'a vu, là. Alors, quand tout va bien, elle tombe pas. Le métier n'est pas tout jeune, des fois elle se prend dans les corps, mais ça la fait partir de ça. Donc, je vais vous faire ces gestes-là au ralenti. Donc, la première chose que je fais, j'appuie sur une pédale. Alors, ceux qui sont là, vous voyez, ça sépare en deux nappes.
mes fils. Je lance ma navette, le fil il passe entre les deux nappes. Là, avec le bâton, je tasse, et une fois que j'ai tassé mon fil, je vais appuyer sur l'autre pédale. Ça croise mes fils. Et je relance ma navette. Et là, je change le pied et je recommence. Alors, si je vous fais avec les mains, hop, voilà, ça fait ce mouvement-là. Je sais pas si pour ceux qui sont par là, vous pouvez voir que ça croise mes fils. Donc là, j'ai travaillé avec ce qu'on appelle le lance-navette. Alors, le lance-navette, c'est une invention anglaise d'un monsieur qui s'appelle... Bah écoute, il y a eu, il n'y a plus. Mais maman, tu sais, j'ai pas 5 ans, moi. Attention Jocelyn à la marche. Merci. Bonjour. Faut faire gaffe, il y a des marches. Ouais. Je sais pas où je les ai foutus, tellement que j'ai couru là-dedans et ils voulaient déjà monter avant que... Ah, ils sont mal éduqués. Hein. Alors, je mets un train derrière. Il y a la place. Chacun prend son truc. Parce que là, on tient le dos, quoi. Je vais me mettre là alors. C'est de la place pour tout le monde. Bon, alors on change. Sur ma tombe, 35. Bah voilà. Ah, c'est découvert là.
souhaitons la bienvenue à bord du duc de Guernica. Ce bateau, venant des établissements US de Saint-Malo, a été mis à l'eau le 8 mai 1983. Cette construction, entièrement en aluminium, de 25 mètres de long sur 4,50 mètres de large, pèse 25 tonnes, avec un tirant d'eau de 40 cm. Elle est tenue de toute sécurité norme actuelle et est équipée de 2 moteurs de 110 chevaux. Sa vitesse de croisière est de 20 km/h. Le lac de Guerlédan est un lac artificiel recouvrant 380 hectares et s'étendant sur une longueur de 12 km 500, 1 km dans sa plus grande largeur. Ses profondeurs sont variantes entre 30 et 45 mètres. Et maintenant, nous suivons le sillage du canal de Nantes à Brest. Celui-ci est l'un des plus anciens. C'est Napoléon Ier qui le commença en 1806. Son objet principal était d'assurer en cas de guerre l'approvisionnement du plus vaste et plus important arsenal maritime de la France. À l'époque, on ne parle pas encore de bulldozer, et cette réalisation nécessita une importante main-d'œuvre. Au personnel embauché, on y ajouta des forçats du bain de Brest, qui, par leur travail et leur conduite, y gagnèrent souvent la classe. Mais d'autres s'évadaient et semaient la terreur dans les campagnes. Le canal fut livré en grande partie à la navigation en 1833. Il avait coûté plus de 46 millions de francs or. Le canal connut un trafic maritime très important, étant donné l'inexistence du trafic par eau. C'était donc de grandes péniches, comparables à cette vedette, celle-ci traînée par les chevaux, qui assuraient le transport d'ardoises, bois, produits agricoles, charbon pour la... Et pour les secrétaire, hein. Regardez. Ce soir, tu fais pas la soirée danse, on joue à la belote? Comme tu veux, on va faire les deux. Hein? J'aime bien danser, moi. T'aimes bien danser, toi, hein, merde. Bon, bah, tu te dis. Ouais, ok. Sur les côtes, côte nord, Saint-Brieuc, 50 000, ou côte sud, Lorient, Vannes, 50 000 chacune. Et au niveau administratif, Pontivy, c'est une sous-préfecture du Morbihan, et c'est le chef-lieu d'une communauté de communes qui regroupe une vingtaine de communes et environ 40 000 habitants.
Donc c'est pour ça, Pontivy, plus grande ville du centre-Bretagne avec 15 000 habitants, ça paraît tout petit, mais à l'échelle du centre-Bretagne, en fait, c'est assez conséquent. Et au niveau historique, Pontivy est vraiment très particulière. De côté, c'est du... Ah, il faut monter, hein. C'est bon pour les fessiers. Oui. Oh, c'est sec. À s'opposer de plus en plus au chef de la Bretagne en personne. C'est ce personnage, le duc de Bretagne François II. Alors, est-ce que tout le monde connaît Anne de Bretagne? Oui. De nom. Pas personnellement, hein. Pas personnellement, je ne me permettrai pas. Ici, c'est le papa d'Anne de Bretagne. Alors, pourquoi ça commence à être tendu entre les deux? Eh bien, Jean va quitter la cour du duc et rejoindre la cour du roi de France. Déjà, ça plaît pas trop. Ensuite, Jean va s'autoproclamer comme héritier de François, rien que ça. Alors, pourquoi fait-il ça? Eh bien, il se trouve que François, il n'a aucun héritier garçon, il n'a que des filles. Et normalement, une femme ne peut pas devenir duchesse. Et Jean, en tant que seigneur de Bretagne, le plus puissant après le duc, en plus, il a de la famille éloignée parmi celles des ducs de Bretagne. Bref, il s'autoproclame héritier. À votre avis, est-ce que François va lui dire pas de soucis, Jean? Non, évidemment. François va faire d'Anne de Bretagne officiellement son héritière. Problème réglé. Et enfin, troisième chose, Jean a une sœur. Cette sœur va se marier en secret. Ah oui, tout à fait. Ah bah c'est incroyable. Non.
Voilà, j'essaye de pas être trop sur vos photos, mais j'essaye de slalomer entre les appareils photo. Alors, nous voici... Hop, je vais vous mettre ça. Avant que tout le monde m'entende bien. On est un peu mieux protégé, juste à côté. Alors, si je reprends mon plan, vous vous souvenez, on était au château tout à l'heure, on était juste ici. Cette fois, on se trouve à peu près ici. D'accord? On est dans le cœur de la ville médiévale. D'ailleurs, vous pouvez voir, on a une rue médiévale qui continue dans ce sens. Vous pouvez voir des maisons à colombage. Et on a, si on descend, on a encore des maisons à colombage. Donc ça, c'était le grand axe médiéval, finalement, qui allait d'ouest en est. Donc, il venait d'ici, on arrivait ici, il continuait en contrebas. Alors, si vous regardez tout autour de vous, on a des bâtiments d'un petit peu toutes les périodes. Les plus anciennes, ce sont évidemment les maisons à pans de bois, les maisons à colombage, que vous pouvez voir. Vous avez également quelques maisons en pierre de taille, on en a une ici, vous avez d'autres derrière. Là, c'est plutôt 18e, 19e siècle. Et enfin, vous avez les petites dernières, vous pouvez voir au niveau de la boutique. Là, c'est des maisons en... Ah oui, il a été jusqu'à là-bas, lui. Pas plus, ta génération quand même. Ah ouais, même plus. Ah ouais, il y a eu peut-être. Et voilà. Tu as fait un marathon peut-être, t'avais décidé? On va laisser courir.
Saint-Yvi, on remonte en l'an 600. En l'an 600, donc au tout début du Moyen-Âge, il n'y avait aucune construction ici. Et Saint-Yvi, c'est un religieux gallois, et il va venir en Bretagne, donc il est de l'île de Bretagne, puisqu'il est gallois, il va venir en Bretagne continentale, notre Bretagne, pour l'évangéliser. Alors c'est pas du tout un hasard. La quasi-totalité des saints évangélisateurs de notre Bretagne continentale viennent de Grande-Bretagne. Vous prenez Saint-Malo, vous prenez Saint-Brieuc, etc. Plus suit le mouvement, la cause de l'État, il continue son périple dans le centre-Bretagne, il est sur l'autre côté du cours que vous avez vu en arrivant à l'État, et de l'autre côté de notre rivière, il veut la traverser. Au départ, dans les années 1500, donc bien longtemps après Saint-Yvi, on construit cette église qui s'appelle l'église Saint-Yvi. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout son nom. Aujourd'hui, on l'appelle la basilique Notre-Dame de Joie. Alors, que s'est-il passé? On arrive à la fin des années 1600, une épidémie va frapper la ville, plusieurs centaines de morts. Les habitants de Pontivy vont appeler à l'aide la Vierge Marie et ils vont faire un pèlerinage tout autour de la ville. Quelques jours plus tard, miracle, le fléau a cessé. Et donc, pour remercier la Vierge, ils vont renommer l'église. Donc, ce n'est plus l'église Saint-Yvi, c'est l'église Notre-Dame, donc la Vierge, et de joie, puisque le fléau avait cessé. Et à partir de cette date, tous les ans, on a un pèlerinage au flambeau tout autour de la ville. Et on arrive dans les années 1950. Arrive une bulle pontificale du pape Jean XXIII qui va élever cette église au rang de basilique. Donc en fait, une basilique, c'est pas du tout parce que c'est très grand ou quoi que ce soit, c'est juste un lieu de pèlerinage qui est officiellement reconnu par le pape, officiellement reconnu par le Vatican. Et sur le côté, vous avez cette sorte de petit ombrelle ici, qui est rouge et jaune, je ne sais pas si tout le monde la voit. Et ça, c'est le symbole d'une basilique. On a cette sorte d'ombrelle avec cette couleur, c'est un indicateur comme quoi c'est une basilique. Alors, maintenant, nous allons laisser la partie médiévale de côté, puisque la fin de la ville fortifiée s'arrêtait juste à côté de l'église. Donc, on a traversé toute la ville fortifiée, du début du château jusqu'ici. Et maintenant, je vais vous parler très rapidement de Napoléon. Vous allez voir tout est concentré au même endroit, donc ça va être beaucoup plus rapide. Pourquoi est-ce que Napoléon Ier, empereur des Français, s'est-il spécialement intéressé à cette petite ville de Compiègne, à tel point de la renommer Napoléonville? C'est ce qu'on va voir dans quelques instants. On va pouvoir ressortir direction l'ancienne place Napoléon. On va ressortir.
Le soleil pointe son nez. C'est le temps de repartir. Ah, attention. Attention. Là, on va prendre des photos. Ouais. Attention, tout ça. Oh là. Oh là là, ça va être beau ça. Ouais. Ça va être beau quand on va regarder. Hein. Voilà. À l'entrée des châteaux, c'est là, je suppose. Bah oui, c'est ça, c'est l'entrée du château. J'ai encore un petit coup de. J'ai encore un petit coup de machin là. L'entrée du château là. Ouais. Allez. C'est cher maintenant. Alors. Non, quand même pas. Hein. Quand on arrive
premier château en bois, il va rester dans la famille de Guéthénoc et de son fils, Joscelin, pendant environ 2 siècles. Seulement au XIIe siècle, c'est une guerre de succession du duché de Bretagne qui commence. Et à ce moment-là, le roi de France et le roi d'Angleterre aimeraient bien tous deux récupérer ce territoire. Le roi d'Angleterre de l'époque s'appelle Henri II de Plantagenet, c'est le mari d'Aliénor d'Aquitaine. Et lui, il possède déjà une très grande avec Aliénor d'Aquitaine. Il possède également le Franche-Comté et la Normandie, la Bretagne. Donc il envahit la Bretagne en 1168. Quelques batailles, il a décidé de se venger du seigneur local, Eudes de Cornouailles, et donc, après quelques batailles, Henri II de Plantagenet va décider de se venger du seigneur local, Eudes de Cornouailles, en l'attaquant directement dans son château, le château de Josselin. Donc Henri II de Plantagenet attaque le château de Josselin à la fin de l'année 1168 et il va raser le premier château. Il le brûle, ça tombe bien, un château en bois, ça tombe très bien. Et il va également brûler le village de Josselin, qui s'est construit aux alentours, en bois également. C'est un personnage très sympathique. Et après ça, son épouse, dont la dot a financé la restauration du château. Il mérite quand même sa petite place sur la cheminée. Oui. Alors, dans cette salle, vous avez d'autres références à Alain et Herminie, cette fois-ci sur le carrelage. Vous avez donc le A d'Alain au milieu des carrés verts et le H d'Herminie au croisement des lignes marron. Et si vous n'aviez toujours pas compris qui restaure ce château au XIXe siècle, vous avez également leur prénom sur les boiseries. Vous avez donc à droite de la cheminée, sous la première torche, Alain, sous la seconde, Herminie, son épouse, derrière vous, monsieur. Voilà. En face de moi, Octavie et Josselin, les parents d'Alain. Et enfin, côté canal, les 5 enfants d'Alain et Herminie. Donc vous retrouvez Jean-François, Josselin, Marie et Anne. Comme ça, vous connaissez tous les habitants de ce château au XIXe siècle. Alors dans cette pièce, vous avez également de nombreux blasons sur les corbeaux qui sont ici pour vous rappeler les mariages qui ont lieu dans cette famille depuis le Moyen-Âge. Donc vous retrouvez bien sûr au centre le blason des Rohan. Vous trouvez également la Bretagne, la Lorraine, la France, l'Écosse, le Luxembourg, l'Angleterre, la Navarre. Toutes ces grandes maisons qui, par ces mariages, vont permettre aux Rohan de rester extrêmement puissants pendant des siècles. Non, bah pour non, allez, rien, on bouge pas, les gars. Oui, non, merci. Allez, c'est parti. J'ai presque. Des personnes qui ont 90 ans et qui ont un peu de mal à lever la gambette. Oui, on était dernier. La poussière. Il vous rappelle François Ier peut-être. C'est une copie de François Ier d'après le Titien. Comme si je l'avais connu. Parce qu'on le voit dans les livres d'histoire en général. Oui, c'est ça. Alors, ici, on est donc dans la chambre d'Herminie, l'épouse d'Alain, qui finance la restauration du château. Sa chambre à elle uniquement parce qu'Alain, parce qu'au 19e siècle, c'est normal de faire chambre à part, et Alain avait sa chambre un peu plus bas dans le couloir, ce qui évitait probablement à Herminie. C'est dommage, hein, la chute est haute. Hein.
c'est chouette. Ils ont rénové le château, Ouais. alors faut pas vous pencher. Ah, je mange pas tout de suite. Hein. Oh, il y a une sortie ici. Pas très belle vue, hein. Ah, c'est sûr, hein.
Tu seras sur ma vidéo, toi. Hein. Attention, voiture. C'est à toi. Ouais, eh ben l'abbaye c'est là. C'est beau, hein? Ouais, ah ben ça fait la deuxième fois que je vois. Il y a 3 semaines. 3 semaines, j'ai fait la randonnée. Ah bon? J'ai fait 40 km en 2 fois. Vous connaissez un peu là? Ah ouais. Oh, c'est cool. En tout, 107 km. Ouais. Ah, c'est du combien? Afin que vous venez plutôt devant là que derrière, vous voyez l'anse qui se trouve là. En fait, c'est l'anse qui s'appelle l'anse de l'Androuanec. Donc c'est ici que se trouve le village vacances, d'accord? Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a longé le lac par la route. Ici, vous voyez, on est passé par le petit village de Corel. Là, on a vu la petite église de schiste là, et on est arrivé jusqu'ici. Oui, non, si. On est arrivé jusqu'ici, d'accord? Donc là, on est là à peu près. Et donc là, vous avez donc le canal, on le voit bien, hein, qui continue. Donc si vous voulez aller à Brest, vous pouvez aller à Brest par le halage, hein, en faisant la randonnée ou en y allant à vélo. Donc là, on va à Brest et si on prend le bateau de l'autre côté, on arrive sur le lac de Périgord. On est voilà, à ce niveau-là, au niveau du canal. Et nous, on va reprendre et on ira faire un tour. Le barrage, vous voyez, ça a été matérialisé ici. On va juste là. Donc on peut également constater en regardant Jeter des cailloux. À ce stade, non. Ça a été déjà restauré. Donc, qu'est-ce qui est arrivé à cette abbaye? En fait, c'est la fondation, donc c'est 1183. Les vicomtes de Rohan, qu'on appelait à l'époque vicomtes, sont devenus ducs à partir du XVIe siècle. Les Rohan, on entend beaucoup parler par ici. Les randonneurs. Ah, il faut faire courir les garçons là. Ils ont un numéro. Oh, c'est là que ça se passe là. Oh, les dames. Bah oui. Voilà, et on en entend encore un peu parler quand on ira visiter le château de Josselin. Donc ici, ils ont décidé de faire venir des moines. Les moines ici, ce n'étaient pas des moines bénédictins, mais des moines cisterciens. Eux, ils ont été très importants parce que déjà, vous voyez que c'est quand même bien boisé. Et ça l'était encore plus autrefois. Donc ils sont à l'origine, ce sont eux qui ont commencé à défricher les blancs du Rhône pour en faire des terres cultivables, des terres agricoles. C'est des moines aussi qui connaissaient les vertus des plantes médicinales et donc ils étaient en contact avec la population qui pouvait venir se faire soigner auprès des moines. Donc ici on se trouve dans l'enclos de l'abbaye, vous voyez on a franchi une porte ici. Là on a un bâtiment du XVIIIe siècle, ça c'était des communs.
Et l'abbaye elle-même se trouve de l'autre côté. Si je m'arrête ici, c'est pas innocent, c'était la partie la plus ancienne de l'abbaye. Vous voyez, c'est la tour qui se trouve en ruine juste derrière. Là où vous pouvez apercevoir ce qu'on appelle un arc brisé, donc, qui rappelle l'architecture gothique. Donc cette abbaye, elle a un petit peu elle a la même histoire que beaucoup d'abbayes en